dès l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, un projet de loi sur la défense et la sécurité nationale, fixant les grandes orientations de notre architecture de défense, adaptée au contexte actuel, sera examiné. Il est déjà rassurant que les forces armées aient pensé à soumettre pour validation une loi de programmation militaire 2025-2029 visant à établir un plan pluriannuel des dépenses que l'État leur consacre. En réalité, si notre politique d'équipement nous permet encore de disposer de capacités satisfaisantes, elle reste limitée par le caractère hétéroclite de nos moyens et surtout par une trop forte dépendance étrangère. Dans un monde imprévisible caractérisé par une militarisation croissante des chaînes d'approvisionnement, la soustraction progressive de notre outil de défense et de sécurité aux multiples aléas constitue un véritable gage d'indépendance. Le contexte de besoins croissants en équipement militaire créé par la montée en puissance des forces armées milite pour une autonomisation progressive afin de mieux satisfaire aux exigences d'un soutien logistique de plus en plus marqué par la déconcentration. La création d'une véritable industrie de défense et de sécurité est aujourd'hui un impératif pour parachever le niveau de professionnalisme et de rayonnement dont font preuve nos forces armées depuis plus de 60 ans. Il nous faut donc changer de paradigme pour asseoir nos politiques sur des fondements solides et durables à même de nous assurer autonomie et résilience. Je suis heureuse également d'annoncer que lors des prochaines journées des forces armées, un prix spécial du président de la République sera attribué à la meilleure innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire. Cet événement qui a rassemblé beaucoup d'acteurs de la société civile, constitué en grande partie par des acteurs de la société civile, a été axé sur l'importance du rôle de la société civile dans le processus électoral en vue des législatives du 17 novembre prochain. Le représentant du cadre unitaire de l'islam au Sénégal a salué cette initiative tout en appelant les acteurs politiques au calme et au respect des droits de tout un chacun. Aujourd'hui, le jeu politique est un échange de bons procédés, est un échange de gentlemen. Où les politiques viennent proposer des programmes aux populations. Et cela doit se faire dans les règles de l'art, notamment à travers un discours, parler aux gens dans les meilleurs termes. Et c'est cela aujourd'hui que nous demandons aux politiciens, de parler aux gens, de se parler dans les meilleurs termes, afin que la paix puisse régner dans notre pays. S'inscrivant dans la logique du Djoub Djoubal Djoubanti prônée par le chef de l'État, il appelle l'ensemble des acteurs politiques à adhérer à cette doctrine dans le but de mieux accompagner le gouvernement dans sa logique de promotion de la paix dans l'espace politique. Le président a appelé d'abord dans la doctrine du PASTEF le Djoub, le Djoubal, le Djoubanti. Nous avons ajouté le Djoubo, qui est, nous pensons être la clé de toute cette doctrine-là. Aujourd'hui, c'est une obligation pour nous tous d'écouter le chef de l'État, d'écouter cet appel à la paix du chef de l'État, que tous les politiques, que ce soit du camp du pouvoir que du camp de l'opposition. Les communicateurs traditionnels promettent de s'impliquer davantage dans ce projet tout en appelant également les acteurs à l'union des cœurs pour prôner davantage un climat politique apaisé. Nous avons aujourd'hui pris la décision de lever notre voix, de porter plus haut la voix du respect, la voix de la paix, pour appeler les acteurs à se concerter et à se tenir par rapport à un discours, à s'écarter des discours violents. Cet atelier marque une étape importante dans les efforts conjoints de tous les parties prenantes pour garantir des élections législatives pacifiques et respectueuses des principes démocratiques. Nous, le tripartisme, nous le vivons. Partout où je pars, quand on me dit qui parle, je dis le travailleur, le patronat, l'employeur, le gouvernement. C'est systématique. Donc, mes chers conseillers, c'est ma dernière session. Acceptez que je dise, au nom des membres du Haut Conseil et en mon nom propre, aujourd'hui,
mais demain je parlerai à mon nom. Soyez sûrs que je vous tiens en profonde estime. La formule consacrée, c'est de vous souhaiter plein succès. Aujourd'hui, le Haut Conseil du dialogue social change de président parce que le changement est inhérent à la vie. Mesdames, Messieurs, notre cadre stratégique d'intervention doit donc s'ajuster à la stratégie nationale de développement 2025-2029, première séquence de la vision, qui tend à relever les défis que sont 1. La construction d'un modèle économique endogène à partir des pôles territoriaux de développement. 2. Le développement d'un capital humain de qualité et de l'équité sociale. 3. Le renforcement de la stabilité nationale dans le cadre de l'intégration régionale. 4. La promotion de la bonne gouvernance dans l'action publique. 5. La promotion des sciences et de l'innovation technologique. Et enfin 6. Le développement d'un financement adéquat de l'économie. Par quelque angle que l'on appréhende l'agenda national de transformation Sénégal 2050, le Haut Conseil du dialogue social est appelé à jouer un rôle majeur dans sa réalisation au regard de ces 3 composantes, à savoir le patronat, les travailleurs et le gouvernement, qui sont les acteurs bâtisseurs de la prospérité recherchée. Mesdames et Messieurs les hauts conseillers, si ces orientations générales vous agréent, je souhaite que nous allions au-delà de la gestion et de la résolution des conflits, pour faire de la promotion de la paix sociale l'axe principal de mon mandat, j'allais dire de notre mandat. À cet effet, outre la poursuite de la mise en œuvre des chantiers que vous avez ouverts à travers le cadre stratégique d'intervention 2023-2025, engageons-nous à mettre l'accent sur, premièrement, la promotion d'un dialogue social de proximité, par la territorialisation du dialogue social, grâce à l'érection de structures de dialogue social dans les pôles territoires. Deuxièmement, la promotion d'une véritable culture du dialogue social par le renforcement de la formation au profit des différentes familles d'acteurs et dans les secteurs encore beaucoup plus diversifiés. Être un directeur général, c'est bien sûr manager une équipe. Ils ont été 167 Sénégalais à m'accompagner pour réussir cette mission. On a fait des résultats, on a fait des performances, on a repositionné la presse, mais on ne dira jamais Thierno tout seul. De rendre grâce à Dieu pour m'avoir fait atterrir dans cette prestigieuse station qu'a toujours été l'agence de presse sénégalaise, et d'en prendre la direction générale des mains de mon prédécesseur, Thierno Amadouchi, pour qui j'ai beaucoup de considération et d'estime. Le khalife général de la famille omarienne, Thierno Madani Tall, a reçu ce jeudi les dons collectés pour les familles impactées par les inondations dans le nord du pays. Le khalife Thierno Madani Tall remercie tous les bienfaiteurs qui ont pu répondre à cet appel face aux sinistrés qui sont de Matam, de Podor, de Bakel et un peu partout dans la zone de Saint-Louis, dans la région de Saint-Louis. Et il associe à ces remerciements-là tous les khalifes généraux. C'est pour montrer la solidarité de tout un chacun face aux épreuves que nos frères et sœurs musulmans sont en train de vivre dans la partie nord du pays et un peu dans la partie ouest. Ces dons, principalement des denrées alimentaires, des vêtements, des matelas et de l'argent, seront distribués par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Tout ce qui a été collecté, aussi bien en termes de dons et en termes financiers, sera remis au ministre de l'Intérieur pour qu'il puisse acheminer ça, parce qu'ils ont la diligence, ils ont la moyen, c'est à l'État, c'est un soutien à l'État aujourd'hui de pouvoir contribuer à aider tous ceux qui ont été affectés par les pluies diluviennes. Après la mosquée omarienne, direction le ministère de l'Intérieur. Ici, le khalife général de la famille omarienne a fait le bilan. Le ministre Jean-Baptiste Tine félicite la famille omarienne et magnifie l'acte.
d'abord souhaiter la bienvenue à Thierno Madani Tall et l'importante délégation composée des familles religieuses de notre pays, des familles religieuses musulmanes de notre pays, qui, comme à l'accoutumée, se tiennent debout comme un seul homme pour apporter leur soutien à l'État et au peuple sénégalais chaque fois que de besoin. Donc je voudrais, au nom du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom du Premier ministre Ousmane Sonko et de l'ensemble du gouvernement, les remercier très chaleureusement pour cet élan de solidarité extraordinaire qu'ils viennent de manifester à l'endroit du peuple sénégalais et à l'endroit principalement des sinistrés de nos 5 régions. Après l'hivernage, de nombreuses familles ont été impactées à Tamba, Bakel et environ. De nombreux actes ont été posés par le gouvernement et les citoyens pour les venir en aide. Juste, ça c'est le GEPES qui est venu rencontrer notre ministre de tutelle, remettre un chèque symbolique. Et nous sommes tous sensibles de la situation aujourd'hui qui se passe à Matam et à Bakel. Nous avons amené notre contribution. Et c'est normal pour tous. J'en appelle à tous de venir faire comme nous. L'État ne peut pas tout faire. Et nous avons nos parents là-bas tous, tant que nous sommes. Venez, je demande à toutes les organisations patronales de venir soutenir l'État. Voilà. En tentant des communications avec les autorités, nous n'avons jamais eu de réponse concrète par rapport à cette situation-là. Le deuxième point de nos revendications de ce jour était lié aux prestations du service médical. C'est un service qui manque de beaucoup de choses, d'équipements, mais surtout de médicaments. Parfois, les étudiants viennent, pour même avoir une perfusion, ils sont obligés de ressortir du campus pour acheter ces solutés-là. Cela, il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre. Et au niveau des pavillons où étaient logées surtout les filles, il y en a eu qui n'ont pas pu tenir l'odeur des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés à foison par les forces de l'ordre et qui parfois même visaient ces pavillons-là. Et parmi les étudiants aussi, il y en a quelques-uns qui ont eu des blessures, qui sont en train d'être suivis. À la suite des manifestations, l'autorité a sollicité une rencontre avec nous et pour la plupart, nous avons obtenu des garanties, surtout par rapport à la réouverture du restaurant argentin le mercredi 13, l'installation d'un chapiteau de restauration pour le mardi 12. Les médicaments d'urgence ont été commandés et même livrés à partir d'aujourd'hui même. Mais nous restons fermes sur les autres revendications que nous continuerons à porter jusqu'à leur réalisation.